BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Quel est votre sujet cette semaine, Jean-François ? Eh bien, je me propose de vous parler de football. Voyez-vous, il peut y avoir un lien entre le football et la finance. Luc Arondel, qui est un chercheur spécialisé notamment sur toutes les thématiques de l'actionnariat individuel dont je vous parle souvent ici, il est aussi intéressé par le monde du football. Il vient d'ailleurs de sortir un livre sur l'argent du foot, où il nous dit d'ailleurs que, en dépit des transferts astronomiques, le football reste finalement une petite affaire. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler foot et finances personnelles. Exactement. Nous sommes à quelques encablures de la finale de la Coupe du Monde et je vous propose de tirer quelques leçons de ce qui s'est passé pour la gestion de votre patrimoine. Mais avant, essayons de tirer un bilan de cette Coupe du Monde qui n'est pas tout à fait terminée, de faire quelques constats. Alors, première question, Guillaume, ils sont passés où les joueurs qui sont capables de vous faire basculer un match sur leur immense talent? Bien évidemment, j'ai nommé les Messi, les Cristiano Ronaldo et les Neymar. Ils sont rentrés à la maison éliminés. Messi sorti par les Français, Ronaldo sorti par les Uruguayens, Neymar par les Belges. Exact, donc premier constat, les stars sont au placard. Second constat à faire, Guillaume, que penser des pronostics de début de tournoi? Alors on rappelle, Guillaume, quelles étaient les équipes qui étaient mises en avant et qui étaient données comme favorites de cette Coupe du Monde? On parlait beaucoup de l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil. Bonne mémoire, eh bien ils étaient bien foireux ces pronostics. L'Allemagne n'a pas passé la phase de poule, l'Espagne s'est fait sortir par la Russie qui a été considérée comme étant une équipe très faible. Quant au Brésil, il a été éliminé par les Diables Rouges qui nous ont quand même montré qu'ils étaient diablement bons. Alors au passage, on notera que la France, qui n'était à l'origine supportée que par ses vrais supporters, eh bien on en constate qu'elle a vu sa cote flamber au fur et à mesure de ses victoires, au point de voir les Champs-Élysées envahi comme en 1998 au soir de la victoire contre les Belges. Il y a toutefois quand même une petite différence, je tiens à le rappeler, c'est qu'en 1998 les Champs-Élysées c'était après la finale et là c'était simplement après la demi-finale. Mais oui, le plus dur reste à faire. Vous nous avez brossé le tableau, quelles conclusions est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien déjà on va commencer par la stratégie Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, bref la perle rare qui va vous résoudre tous vos problèmes. Alors le constat il est formel, cette stratégie n'a pas marché. Eh bien, dans l'univers des placements, il en est de même. Pardon de le dire brutalement, mais il n'y a pas de question plus inutile que la suivante. Quel est le meilleur placement aujourd'hui? Et pourtant, combien de fois des épargnants me l'ont posé lors de débats à Paris ou en province? Combien de fois des conseillers financiers ont entendu cette question? Et pour être honnête et ne pas égratigner que les épargnants, combien de fois, nous, journalistes, nous avons utilisé ce stratagème pour titrer de la sorte, histoire d'attirer le chaland? Quel est le meilleur placement aujourd'hui? Ça revient à dire, trouve-moi le Messi, le Ronaldo ou le Neymar de l'épargne. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une garantie de gagner. On l'a vu à travers le football. Je vous vois déjà venir avec la casquette de Didier Deschamps, nous vanter les mérites du collectif. Oui, et de la tactique, mon bon monsieur. Mais commençons par le collectif. En fait, sous la pression de la presse sportive, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu apparaître ces dernières années le concept des notes. À chaque match, on note les joueurs et on note les équipes. Et au passage, d'ailleurs, vous constaterez que la note de l'équipe n'est pas la moyenne arithmétique de la note des joueurs. Pourquoi? Parce que la performance collective n'est pas le cumul des performances individuelles. Alors, revenons dans l'univers du placement. Combien de particuliers établissent tous les ans la notation globale de leur patrimoine? À mon avis, pas grand monde. Et d'ailleurs, on se souvient qu'un jour, vous aviez plaidé ici même pour que tout le monde remplisse une déclaration d'ISF rien que pour faire son bilan annuel. Exactement, et je garde le même cap. Avant la performance individuelle, ce qui compte, c'est le résultat global, donc le collectif. Je crois que tout particulier qui gère son argent, au lieu de se dire « c'est bon, j'ai mon contrat d'assurance vie qui est plutôt d'assez bonne qualité » ou bien « je suis content parce que je suis investi sur cette action qui a bien progressé », bref, au lieu de s'intéresser aux performances individuelles, il devrait commencer à s'intéresser au résultat global. De combien a évolué mon patrimoine de cette année? Est-ce que je me suis enrichi grâce à ma capacité d'épargne ou est-ce que je me suis enrichi par la valorisation de mes placements? Alors du coup, on va filer cette comparaison entre le foot, la bonne stratégie footballistique et la bonne stratégie patrimoniale. D'après vous, Jean-François, quelle est la bonne composition d'équipe pour le patrimoine des Français? Ça dépend des cas. Des objectifs des clients aussi, ça dépend? Non, alors ça, c'est les objectifs des clients, c'est le discours des autorités, des établissements financiers. Dis-moi si tu veux pour réparer ton avenir, te constituer un capital. Dis-moi quelle est ton appétence au risque. Moi, pardon, mais je suis beaucoup plus basique que tout ça. Je pense que quand on rentre sur le terrain, on veut gagner. Donc, premier constat que l'on peut faire sur les Français et les paris, c'est qu'en fait, il y a trois espèces. Un, celle qui n'a pas les moyens, sauf à lui donner
du pouvoir d'achat supplémentaire, elle ne rentrera pas dans le jeu. 2, celle qui s'en fout. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'épargne, simplement parce qu'elle gagne plus que ce qu'elle ne consomme. Mais elle n'a pas l'envie. C'est le gamin que vous avez dans un club et qui vous dit « moi je veux bien jouer, mais finalement la compète, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire ». La bonne solution, dans ce cas-là, naturellement, ce serait de donner l'envie. Malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on fait d'un point de vue politique, puisqu'à ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit les gars, vous n'allez pas avoir d'argent pour votre retraite, faut penser à mettre de l'argent pour votre retraite. Donc, c'est pas des discours qui sont des discours en tout temps. Et puis, il y a la troisième population, malheureusement, la moins nombreuse, celle qui a envie de faire le match. Quelle stratégie adopter pour gagner d'un point de vue patrimonial, du coup? Vous êtes notre Didier Deschamps aujourd'hui. Eh bien, tout dépend de vos moyens. Et là, vous constatez, je ne vous parle pas d'aversion au risque. Les Russes, ils avaient des moyens limités, mais comme la Coupe du Monde, c'était chez eux, ils avaient envie de, malgré tout, passer le maximum de tours possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont bétonné derrière pour ne pas prendre de but en se disant que c'était la meilleure stratégie pour aller le plus loin possible. Eh bien, en matière patrimoniale, bétonner, ça s'appelle avoir de l'épargne de précaution. Donc, c'est pas choquant que des ménages n'aient que de l'épargne de précaution? Non, c'est pas fun comme stratégie, mais c'est adapté au profil des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens. Faut-il demander à toutes les équipes, faut-il demander à tous les joueurs de faire des roulettes à la Mbappé à longueur de match? Non. Eh bien, c'est pareil avec le capital risque. Tiens, mais puisqu'on est sur cette population, regardons une autre stratégie dont il va être question avec la loi Pacte. Pourquoi? Parce qu'on va dire à ces gens-là qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ça serait pas mal que vous deveniez actionnaire. C'est effectivement prévu dans la loi Pacte qui va être débattue au Parlement en septembre. Tout à fait. Et là, donc, je me mets dans la situation, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je bétonne pour pas prendre de but. Oui. Et là, on me dit, on va t'associer à la vie de l'entreprise. Bref, on va te mettre un attaquant. Alors, hypothèse rose. Je tiens le choc, ma défense, elle bétonne comme une folle, et puis soudain, il y a une balle, on arrive à la dégager bien devant, et puis notre attaquant, c'est un grand gaillard, il s'en saisit, et il va planter un but. Alors là, j'ai pas fait comme les Russes, j'ai pas attendu les tirs au but, j'ai eu un peu plus d'ambition avec l'objectif de gagner le match avant les pénaux. Maintenant, scénario noir. Je me prends un but à la première minute. Mon attaquant en pareille situation, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il sert à rien. Il sait pas défendre. Et puis, de toute manière, devant, il verra pas un ballon. Ben voilà, voyez-vous, c'est le cas du salarié que l'on m'a contraint à s'intéresser à la vie de son entreprise quand elle va mal. Eh bien, je le dis sans hésitation, je me pose la question de l'utilité de l'attaquant dans cette situation-là. Bon, et quelle stratégie pour des gens qui ont, pour le coup, plus de moyens? Bon, je vais être simple, vous savez, pour schématiser en foot, il y a 3 lignes. Il y a les arrières, il y a les milieux, il y a les attaquants. Oui. Bah, en placement, pour moi, il y a 3 lignes. Il y a les sans risque, l'immobilier et les actions. Et là, si je peux faire un constat, c'est que je constate que les Français, ils sont pas très orientés vers l'attaque. D'autres remarques, Jean-François, sur les leçons à tirer de cette Coupe du Monde? Oui, bah, écoutez, si on a du temps à gagner, on peut s'éviter d'écouter les pronostiqueurs. D'autant que, je sais pas si vous avez remarqué, mais la prévision pour le futur proche est souvent le reflet du passé récent. On a d'ailleurs très souvent ça d'ailleurs en économie. Bref, on va vous dire que le temps de demain, c'était le temps d'hier. On a vu ça très bien avec la Croatie. La Croatie, après les phases de poule, c'était sûr, ils allaient en finale. Après, ils ont eu quelques matchs un peu poussifs. Et hier, tout le monde annonçait que c'était l'Angleterre qui allait l'emporter. Et finalement, c'est les Croates qui ont gagné. Bon, un dernier mot? Bah, sur l'enthousiasme croissant qu'on a dans ce pays. Et là, on se retrouve bien, là encore, des choses qu'on connaît sur les marchés financiers, notamment en bourse. Quand les marchés sont au plus bas, personne n'a envie d'y aller. Et quand ils ont monté, tout le monde se précipite. Je vous le dis très sincèrement, si jamais on perd dimanche, on aura la gueule de bois et on dira que les Français ont fait un non-match. J'espère que ce ne sera pas le cas. Toujours est-il, moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le parcours de l'équipe de France nous démontre qu'avec de la méthode et de la tactique, on arrive à faire quand même des choses qui sont pas mal. D'un point de vue patrimonial, c'est la même chose. C'est en tout cas l'une des grandes convictions que l'on a à marché gagnant. Eh bien voilà, un coach pour votre patrimoine, Jean-François Filiatre, Didier Deschamps de l'épargne. Merci beaucoup.